Quiconque lutte contre des monstres devrait prendre garde, dans le combat, à ne pas devenir monstre lui-même. Et quant à celui qui scrute le fond de l'abysse le scrute à son tour, nous dit Nietzsche. L'homme dont on va parler aujourd'hui a plongé dans cet abysse, dans la noirceur de l'existence humaine. Émile Cioran n'est pas un philosophe de la facilité. C'est un homme en marge, nuisible. Il ne propose pas une réflexion philosophique, mais plutôt une analyse du cauchemar. Et pour être plus précis, de son cauchemar éveillé. Émile Cioran fait partie des grands auteurs qui ont su saisir le vide de la réalité. Il est devenu courant grâce à l'effet cathartique de ses œuvres et son effroyable analyse. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans la noirceur, où toute lumière disparaît, où la vie n'est plus, où le néant devient maître. Bienvenue dans Phobos. Émile Cioran est un philosophe roumain qui a l'art des titres. Syllogisme de l'amertume, précis de décomposition, et tant d'autres. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur deux de ses grandes œuvres, sur le cime du désespoir et de l'inconvénient d'être né. Le premier ouvrage raconte le résultat des insomnies d'un jeune homme de 22 ans. Et le second, un homme fatigué qui termine sa lente agonie. Émile Cioran est particulier car il ne propose pas de système de pensée ou de concept. Il nous livre la souffrance dans son état le plus pur, le plus froid, qui tire ses sources dans la condition humaine. On peut lire une lente agonie d'un homme exténué, au bord du suicide, éloigné de toute forme de vie. On a un esprit brouillé, enfumé par le rien. Cioran n'essaye pas de trouver une solution, comme on peut le lire dans le titre. Le désespoir comme finalité. Et c'est pour cela que je vous préviens. Lorsqu'on plonge avec Cioran, on ne peut plus remonter. Il ne laisse aucune bouée de sauvetage. Le premier monstre qu'affronte Cioran, c'est l'insomnie. Il erre seul dans les rues de sa ville, sans aucune distraction. La réflexion nocturne l'amène à t'écrire. C'est pendant ces nuits infernales que j'ai compris l'inanimité de la philosophie. Cioran étudie la philosophie à l'université, et la fatigue de l'insomnie lui livre les secrets sur l'existence. Et en cherchant, il se rend compte que vivre, c'est mourir. Alors l'affirmation paraît banale, mais il se rend compte de la condamnation. Et d'ailleurs, pour la plupart des gens, on ne pense pas à la mort, à part quand on y fait face, quand un proche meurt. Mais sinon, peu de personnes pensent à la finitude, car cela nous attriste. La vision de la mort nous terrifie et peut nous pousser au suicide. Ici, Cioran fait face à elle avec tellement de lucidité qu'il fait le constat que l'homme n'a aucune chance d'y échapper, que la vie n'est que souffrance et attente du trépas. Et plus tard, il viendra à cette conclusion. La naissance est un châtiment, synonyme d'enfer, et la paix, l'ataraxie, est uniquement possible dans la non-existence, avant même le fait de naître. Heureusement pour lui, ce texte qu'il écrit agit comme catharsis. Il avouera que sans ce texte, il se serait sûrement suicidé face à l'absurdité. Donc si on résume, ces livres sont une lente agonie d'un personnage qui trouve une première vérité à cause de l'insomnie. L'être, en naissant, est condamné à mourir. Cette réflexion va l'amener à aller plus loin, à une vérité plus terrifiante. La vérité qu'il découvre, c'est celle de la joie de l'agonie. Normalement, un homme se lève, travaille, puis lorsque le sommeil l'appelle, il s'endort. C'est un cycle sans fin. Cependant, Cioran n'a pas eu cette chance. Il ne goûte plus au bonheur du sommeil. Cela a pour conséquence qu'il sorte de la norme du temps. Car sans sommeil, il ne reste que le cliquetis d'une vieille montre, la froideur de l'obscurité. Il est bloqué face à l'horreur, contraint de l'affronter. Et la réflexion devient périlleuse, car à son chevet, la mort le regarde, l'attend, patiente.
La nuit est comme le divertissement de Pascal. Elle permet une pause dans nos pensées et l'avancement du temps. Elle permet un regain d'espoir. Ainsi, sans sommeil, vous êtes là, immobile, face à la mort, sans artifice pour vous protéger. Il n'y a plus de passe-temps, et les secondes défilent. La mort arrive. À la vue de cette horreur, l'homme apparaît dénudé. Il n'y a que cette lente agonie qui traduit la réalité. Mais avec la fin de l'illusion de la vie et la considération de son sort, la réflexion est prospère et on peut commencer à percevoir des choses fondamentales. Sioran ne peut plus reculer. Il est englouti par ce vide et plonge dans l'abysse, de plus en plus profond, pour atteindre les cimes. La réalité telle qu'il aperçoit dans ce supplice, c'est celle d'un homme, désarmé, sans feu de Prométhée, qui essaye de combattre le rien. Ce vide n'est pas souhaitable pour autant, mais c'est la seule chose qui est vraie. On a souvent caractérisé Sioran comme un nihiliste, car il rejette les valeurs de la vie. Mais il ne prêche pas pour autant pour la destruction. Il observe uniquement. C'est pour cela que Sioran est plus un agonisant. Il documente ses expériences et ne recule pas devant elles. Il arrive à la conclusion que pour combattre ce rien, la solution est de ne plus penser, de ne pas être conscient de la mort comme les autres animaux. Il dit d'ailleurs que la conscience humaine est une erreur, que notre capacité de raisonnement, de réflexion, est la source de tous nos maux. Car en soi, c'est la lucidité de notre esprit qui nous montre la fin dès le commencement. Une autre option, c'est de créer des arrière-mondes, des valeurs, un sens à cette vie, l'importance du passé et du futur, comme le font les hommes. Mais ces postures, d'après lui, reflètent un manque de courage et de lucidité. À l'aune de cela, on comprend que Sioran, lui qui faisait des études de philosophie, l'a rejeté. Car la philosophie est une illusion qui produit des illusions, des petits systèmes de pensée pour nous protéger de notre finitude, de l'absurde. L'homme qui lui fait face à l'abysse est courageux et suicidaire. Il doit reconnaître son illusion et affronter ce vieil ami, la mort, qui finira inéluctablement par le prendre. Mais il aura l'occasion de percevoir la réalité et de réfléchir intensément. Alors, en entendant cela, vous devez vous dire, mais où sont les hauteurs? Où sont les cimes? Nous voyons uniquement l'abysse et la désolation. Même si la vision de Sioran est irréversible, il trouve de l'oxygène en résolvant la question du sens. L'agonie résout la question du sens en la détruisant de l'intérieur. Tout paraît futile. Il consent à arrêter toute recherche sur ses origines et son sens. On entre dans une extase sans fin, sans mort. L'art devient risible, les livres des chimères, les interrogations deviennent impossibles. Alors pourquoi ne s'est-il pas suicidé? Il n'y a que deux solutions. Soit revenir à l'origine, oublier ses excès de conscience et tenter de reprendre une vie normale. Ou bien être héroïque. Cela implique de s'installer dans ce néant, à l'extérieur du monde. Mais c'est une voie difficile. Entre les deux, il n'y a rien, à part de longs chants de tristesse. Ici, ce n'est pas un choix, c'est une conséquence de nos pensées. Vous vous demandez dans quel camp vous auriez été? Et bien heureusement, vous auriez été sûrement naïf. Sioran n'a pas eu cette chance de vivre dans l'illusion. L'affrontement de ce vide nous amène à la transtemporalité. L'homme, en acceptant consciemment la finitude, apprend à s'extraire du temps humain, car la mort pour lui n'est rien, et même peut-être une chance. Il commence à prendre en considération chaque seconde, à les ressentir. Il n'y a plus de sentiment d'avenir. Il profite seul, sans jugement, sans critique, attendant son vieil ami, la mort. Le voyage est fini. Nous arrivons sur les cimes du désespoir.